Le modèle hellénique. Plutôt que de parler de civilisation grecque, il est plus exact de parler de civilisation hellénique. En effet, au niveau géographique, au niveau de l'unité politique, on peut dire que la Grèce n'existe pas vraiment durant l'Antiquité. Une multitude de cités tout autour de la Méditerranée, principalement dans la Grèce actuelle, ont une très très grande diversité au niveau politique. Néanmoins, ce qui fait le modèle hellénique, c'est une forme d'unité culturelle, c'est-à-dire la même langue, la même religion. Ce modèle hellénique a été celui qui a le plus influencé l'Europe à travers des siècles et des siècles, notamment à travers la peinture, la sculpture. De nombreux documents de cette vidéo sont des travaux postérieurs, car les artistes, même des siècles après, ont admiré l'Antiquité grecque et ont contribué au récit légendaire de cette période. Il faut donc critiquer ces documents afin de distinguer la légende, le mythe, de la réalité historique. D'abord, il y a la mythologie pure et simple, qui provient effectivement des croyances des Grecs, notamment un personnage qui va influencer toute notre culture jusqu'à aujourd'hui, c'est le personnage du héros. On a ici une représentation de la guerre de Troie avec le plus fameux héros grec antique, Achille, qui vient de tuer Hector en duel et qui promène son corps devant les remparts de Troie, devant l'horreur et la stupéfaction des habitants de Troie qui ont perdu leur champion, qui ont perdu leur héros. Le héros donc apparaît dans cette fameuse poésie d'Homère, l'Iliade, et effectivement, un héros, c'est quoi pour Homère? C'est un homme qui a un courage et un mérite supérieur, qui est favorisé par les dieux. Hésiode, l'autre grand poète fondateur de la mythologie grecque, dit d'un héros que c'est ceux qui sont fils d'un dieu et d'une mortelle, ou d'une déesse, et d'un mortel, et donc ils sont un petit peu moitié humain, moitié dieu. Effectivement, le héros existe jusqu'à notre époque, et il y a toujours eu un besoin d'identification à des héros. Ces personnages héroïques servent aussi à glorifier la guerre, à montrer que la guerre est quelque chose de courageux, est quelque chose de méritant. Et on voit jusqu'à nos jours dans le cinéma, dans la télévision ou dans les jeux vidéo que, effectivement, cette perception héroïque a remplacé ou continue en fait les poésies d'Homère. Le pouvoir politique, évidemment, va trouver dans ce genre de récit une justification indirecte de la violence, qui est donc nécessaire. La guerre, la violence est nécessaire, va-t-on faire passer comme message. Et effectivement, ça permet également aux élites de justifier la domination violente qu'elles exercent sur la société. Ou ça peut être également un moyen de détourner l'attention de la population par le divertissement. Trouver effectivement que la guerre, c'est quelque chose de fun, de ludique, qui est vu comme un jeu, comme un spectacle. Et donc, effectivement, depuis l'Antiquité, depuis Homère jusqu'à aujourd'hui, les mêmes techniques se répètent. Premier exemple d'un héros militaire, symbole effectivement important, c'est que même lorsqu'on perd, comme c'est le cas de Léonidas face aux Perses lors de la bataille des Thermopyles en 480, même lorsqu'on perd, on peut perdre de façon héroïque et donc devenir effectivement un mythe. Et donc les guerriers spartiates, avec leur courage et leur force, vont effectivement, selon la légende, se réunir avec leur roi Léonidas et se sacrifier dans un défilé, donc entre deux montagnes, pour protéger la Grèce de l'invasion des Perses. Cette, cet héroïsme spartiate a été idéalisé jusque dans le cinéma américain contemporain. On a fait un film sur ces fameux 300 Spartiates. Et c'est l'idéal du citoyen soldat qui doit être prêt à donner sa vie pour son pays et le protéger des barbares, des envahisseurs, des étrangers, etc. Et donc on voit que cette mythologie du héros du sacrifice, l'idée du sacrifice, est reprise effectivement dans la propagande militaire jusqu'à notre époque. Il faut s'engager dans la guerre pour se sacrifier. En réalité, cette bataille est bien sûr un carnage, un massacre. Les Spartiates, le sacrifice des Spartiates a été quasiment inutile, puisque ce n'est pas cette bataille-là qui va décider du sort de la Grèce face aux Perses. Mais en attendant, on a réussi à faire passer cette défaite pour quelque chose effectivement d'héroïque, alors que militairement, finalement, c'était quelque chose de plutôt idiot de perdre 300 guerriers d'élite, si tant est qu'ils étaient 300, ils étaient peut-être plus nombreux ou moins nombreux, mais ce blocage de quelques heures de l'armée perse n'a pas été bien sûr décisif durant la guerre entre les Grecs et les Perses.
Autre prototype du héros antique, Thémistocle, le héros cette fois athénien, et Athènes disait toujours qu'elle faisait la guerre pour la liberté. Et donc effectivement, Thémistocle va arriver contre toute attente à vaincre les Perses lors de la bataille navale de Salamine en 480. Cette bataille, c'est également un fait historique, ce n'est pas un fait mythologique. Il va sauver, selon ce qu'on dit, la civilisation grecque d'une destruction certaine. Et Athènes va utiliser cette bataille comme exemple d'une lutte entre les libertés démocratiques contre la tyrannie du roi perse, très cruel, Xerxès. En réalité, quand on dit qu'il sauve la civilisation grecque, il y avait pas mal de cités grecques qui étaient aussi du côté des Perses. D'un autre côté, il y a beaucoup de cités grecques où le gouvernement était tout aussi tyrannique et cruel que celui du roi Xerxès. On peut penser aux alliés à ce moment-là d'Athènes, les Spartiates par exemple, dont la société était extrêmement violente et tyrannique. Et donc c'est effectivement reprendre le mythe du bien contre le mal, du gentil contre les méchants, qui fonctionne encore tellement bien dans n'importe quel film ou dans n'importe quelle série télévisée aujourd'hui. Toujours à Athènes, Périclès, hein, le héros de la démocratie. En effet, Athènes avait un système politique très particulier durant l'Antiquité, quasiment une des rares cités grecques à avoir ce système, où le peuple participait au pouvoir. On voit ici Périclès faisant son discours devant la population et montrant à l'arrière le Parthénon, qui est le grand temple construit d'ailleurs à son initiative. Périclès était un stratège, donc il dirigeait l'armée athénienne, c'était un très grand orateur, et il va construire en fait ce temple comme symbole de l'empire athénien et de la promotion de l'art et la culture. Car ce temple, évidemment, tellement magnifique, tellement extraordinaire, a en réalité été construit avec l'argent des cités qui étaient dominées par Athènes et qui n'avaient d'autre choix que de payer un impôt, hein, qu'on appelait le tribut, à Athènes. Durant la guerre du Péloponnèse contre Sparte, la guerre du Péloponnèse, c'est l'affrontement entre Athènes et Sparte. Athènes menace avec son empire de dominer l'ensemble des cités grecques. Sparte prend la tête des cités qui se rebellent contre Athènes finalement. Et pendant cette guerre du Péloponnèse, qui commence avec Périclès, les Athéniens, qui ont été influencés par des démagogues, les démagogues, ce sont les orateurs qui sont tellement capable de manipuler la population qu'effectivement on vote à Athènes, mais en fait on vote dans le sens que veulent ceux qui dirigent, que veulent les élites. Et donc cette soi-disant démocratie, ces gens qui défendaient la liberté, l'égalité des droits, etc., ont commis des actes atroces pendant la guerre du Péloponnèse, prendre des otages, les exécuter si on ne payait pas la rançon, raser les villes et vendre les habitants comme esclaves. Ils ont même attaqué des cités qui étaient aussi démocratiques alors que soi-disant Athènes faisait la guerre pour défendre la démocratie. On voit en réalité que ce qui a perverti le système et les valeurs démocratiques d'Athènes, c'est sa politique impérialiste, c'est-à-dire la priorité pour Athènes n'était pas la liberté, l'égalité, mais bien d'avoir un empire le plus grand possible et s'il fallait d'écraser les autres cités pour avoir le plus de richesses et pouvoir construire le plus beau temple de l'Antiquité hellénique qui a bien sûr été le Parthénon. Pour donner une petite idée de ce coût de la guerre du Péloponnèse, hein, les Athéniens faisaient grand cas de leur temple, leur magnifique temple, mais en réalité, ce temple, le Parthénon, a coûté environ 5 millions de drachmes. La monnaie à l'époque, c'est le drachme. Un drachme, c'est une journée de salaire au 5e siècle avant Jésus-Christ. Rien que l'expédition punitive des Athéniens en Sicile a coûté plus de 20 millions de drachmes. L'armée athénienne elle-même nécessitait des sommes astronomiques, puisque construire et équiper simplement une trière, donc les fameux navires à 3 rangées de rameurs pour se battre sur mer, dominer leur empire maritime, coûtait 12 000 drachmes. À titre de comparaison, les Athéniens qui ont toujours mis en avant la culture et l'art dans leur propagande ne dépensaient finalement que 3 000 drachmes lors des fameuses pièces de théâtre. C'est à Athènes qu'a été inventé le théâtre classique qui va devenir la base de tout le théâtre jusqu'à notre époque. Un esclave s'échangeait à 3 ou 500 drachmes. Et donc on était capable de dépenser des sommes astronomiques, des millions et des millions de drachmes pour la guerre. Ça coûtait très très cher, mais on faisait toujours croire à la population que la priorité c'était la culture, la démocratie, la liberté, etc. Alors le personnage héroïque par excellence de la culture hellénique, c'est Alexandre le Grand, qui d'ailleurs, de façon assez amusante au départ, ne fait pas partie de la culture hellénique puisqu'il est considéré par les Grecs à l'époque comme un barbare. Barbare en grec veut dire étranger.
En effet, il est macédonien et au départ, le père d'Alexandre II, Philippe II, était vu en fait par les Grecs comme un barbare, un brute illettré. Mais lorsque Philippe II va soumettre les cités grecques suite à la bataille de Chéronée en 338 avant Jésus-Christ, eh bien, Philippe II va changer d'image. Il était l'ennemi des Grecs et notamment l'Athénien Démosthène l'a décrit comme un tyran sauvage qui a mis fin à la liberté. Et puis il va devenir petit à petit, on va dire que finalement, non, non, c'était un Grec. En réalité, les Macédoniens étaient des Grecs. Il est vrai que les traces archéologiques ont montré qu'en fait, en Macédoine à l'époque, la Macédoine était très civilisée et très très influencée par la culture grecque, notamment ils parlaient grec, ils étaient en fait déjà intégrés dans la culture hellénique. Alors, Alexandre le Grand est le prototype du héros antique et dès ce qu'on raconte sur sa jeunesse, hein, par exemple il s'amusait à aller chasser les fauves avec ses amis et donc il était déjà représenté sur les mosaïques de l'époque comme étant quelqu'un de très courageux, entouré par ses compagnons qui étaient en réalité une sorte d'élite aristocratique de cavaliers qui dominait l'armée macédonienne. Alexandre le Grand n'était pas seulement un héros physique, militaire, il était également très très audacieux et cultivé. Il avait reçu une éducation grecque, notamment son précepteur, professeur particulier était Aristote, qui lui a appris la philosophie, et l'Iliade de Homère, dont Alexandre connaissait plusieurs extraits par cœur. Il a rencontré également le philosophe cynique Diogène à Corinthe, Diogène qui lui apprend l'audace, puisque lorsque Alexandre, qui admire le philosophe Diogène, lui dit « Je peux te donner tout ce que tu veux, dis-moi ce que je peux faire pour toi », Diogène lui répond « Ôte-toi de mon soleil, tu me déranges, j'étais tranquillement en train de me reposer au soleil ». Il ose dire ça au roi de Macédoine, et donc effectivement il est très très audacieux, il n'a peur de rien. Le philosophe cynique est celui qui rejette toutes les habitudes sociales, et donc ça va jouer dans le caractère également d'Alexandre, qui va oser faire ce que personne n'avait osé faire jusqu'à présent. Alors évidemment, Alexandre, c'est le héros guerrier de l'Antiquité, sinon de l'histoire. En tout cas, c'est le seul général invaincu de l'histoire. Il n'a jamais perdu une seule bataille. Il a combiné en fait les phalanges d'hoplites, qui était la manière de se battre grec, avec des longues lances, des boucliers, et la cavalerie macédonienne, qui effectivement a été un outil extraordinairement puissant. Ce n'est finalement que par épuisement et par enrichissement de ces hommes qu'il fera demi-tour alors qu'il s'apprêtait à attaquer l'Inde après avoir envahi tout l'Empire perse, l'Égypte, etc. C'est une prodigieuse odyssée, un exploit militaire incroyable. En une dizaine d'années, Alexandre va conquérir un empire gigantesque sans perdre une seule bataille. En plus d'être un héros militaire, Alexandre va se présenter également dans l'histoire de façon un peu mythologique comme le héros généreux, celui qui a voulu faire l'amalgame, c'est-à-dire le mélange entre les civilisations qu'il a vaincues. Il va recueillir notamment la famille de son ennemi vaincu, Darius, et il va essayer de fusionner la culture grecque et orientale en forçant par exemple ses généraux à épouser des princesses perses orientales. Lui-même va d'ailleurs épouser une princesse afghane, Roxane. Et donc, en vérité, la vraie vérité historique derrière ces mariages et cette fusion des cultures, c'est qu'Alexandre avait besoin d'alliances avec tous les chefs locaux pour contrôler un si vaste empire. Son armée ne lui permettait pas, évidemment, de contrôler vraiment un empire aussi gigantesque qui s'étendait des frontières de l'Inde jusqu'à la Grèce actuelle, en passant par tout le Moyen-Orient. Derrière ce personnage d'Alexandre, héros magnifique, généreux, etc., on voit en fait qu'il y a eu dans ces guerres d'Alexandre le Grand des massacres de population. On peut estimer, d'après l'historien américain Hanson, qu'il a à peu près tué 250 000 personnes lors des sièges des villes qu'il a capturées et détruites. Qu'effectivement, durant 10 années de combat en Asie, comme les ennemis refusaient de se battre face à lui, étant donné le danger de la phalange macédonienne, il préférait effectivement plutôt faire une guerre de représailles, d'attaques, de guérilla, on dirait aujourd'hui. Et donc Alexandre a effectivement chaque fois détruit tous les villages qui s'opposaient à lui. Et donc on peut dire qu'il y a eu effectivement peu d'hommes aussi meurtriers qu'Alexandre le Grand durant l'Antiquité. On parle donc à partir d'Alexandre le Grand de la période hellénistique, c'est-à-dire une fusion entre les cultures orientales et helléniques. Cléopâtre, cette étant la dernière représentante en Égypte de cette civilisation, puisque elle remontait son origine au général macédonien Ptolémée, qui était un général d'Alexandre le Grand. Cléopâtre se servit de son charme légendaire pour séduire les deux hommes les plus puissants de Rome à l'époque, d'abord César et puis Marc-Antoine, et elle fut entraînée dans les guerres civiles de la République romaine qui en firent cette héroïne dramatique, notamment dans les tragédies de Shakespeare ou dans les films.